Vous regardez Star 21 TV, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition d'information. Dans un instant, les titres du journal. La présentation des projets de budget au compte de la loi des finances initiale 2019 continue à l'Assemblée nationale. Les détails, c'est dans ce journal. Ouverture ce mercredi de la 3e session ordinaire de l'Institution nationale indépendante des droits humains au Palais du Peuple. Les travaux en plénière prendront 3 semaines. Et c'est tout pour les titres. Une fois encore, bienvenue à tous. On ouvre ce journal par cet élément de l'Assemblée nationale. Les ministres continuent de se succéder à l'hémicycle. Ce mercredi, 3 départements ministériels ainsi que le secrétariat général aux affaires religieuses ont pu décliner leur politique sectorielle et leur projet de budget au compte de la loi de finances initiale 2019. Une présentation qui s'est faite devant 72 députés sur les 113 inscrits. D'entrée de jeu, le président de l'Assemblée a déploré le retard qu'a accusé le démarrage de cette session. Les départements programmés ont présenté leur politique sectorielle et projet de budget 2019. C'est le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger qui a ouvert le bal. Un quart d'heure d'exposé aura suffi pour Mamadi Touré pour défendre son projet de budget. Cet avant-projet de budget 2019 que nous soumettons à votre appréciation se chiffre à 353 milliards 661 millions 367 000. Les propositions de dépenses sont présentées conformément au canevas de la lettre circulaire de Monsieur le ministre du Budget et se composent comme suit. Premièrement, au titre 2, dépenses du personnel, 79 milliards 793 millions 515 000. 2. Au titre 3, donc, dépenses de biens et services, 217 milliards 140 millions 645 000. 3. Au titre 4, dépenses de transfert, 48 milliards 21 millions 607 000. 4. Au titre 5, dépenses d'investissement, 8 milliards 705 millions 600 000. Pour se distinguer de son prédécesseur sur la tribune, le secrétaire général aux affaires religieuses a entonné sa présentation par une chaîne de prière avant de parler des actions menées par son département. Mais toutefois, il n'a pas manqué de souligner le besoin de son secrétariat en matière de budget de fonctionnement pour l'exercice 2019. Le projet de budget du secrétariat général des affaires religieuses pour l'année 2019 se chiffre à la somme de 61 milliards 307 millions 108 000 francs guinéens et se décompose ainsi qu'il suit. Titre 2, personnel, traitement et salaire, 4 milliards 397 millions 136 000 francs guinéens. Titre 3, fonctionnement, biens et services, 1 milliard 297 millions 175 000 francs guinéens. Le ministère des Mines et de la Géologie a fait un aperçu général sur le bilan des activités effectuées de 2018. Abdoulaye Magasouba est aussi revenu sur la portée de son projet du budget qui d'ailleurs a augmenté de 0,62%. Dans le cadre du projet de loi de finances initiale 2019, le département a reçu une enveloppe financière à hauteur de 51,1 milliards de francs guinéens, contre une inscription budgétaire de 50,8 milliards de francs guinéens en 2018, soit une légère augmentation de 0,62%. Cette enveloppe est repartie entre les titres comme suit. Dépenses du personnel, 29,2 milliards de francs guinéens contre une inscription de 34,5 milliards de francs guinéens en 2018, soit une augmentation de 18,3%.
Le ministre des Travaux publics, à la différence de ses prédécesseurs, a tout d'abord fait une projection sur les chantiers en cours d'exécution. Ensuite, il est revenu sur le besoin budgétaire de son département pour l'exécution de ses travaux et chantiers. Au niveau du budget 2019, je vais encore sauter les titres 2, titre 3, titre 4, venir au niveau des dépenses d'investissement. Nous avons eu un appui de votre part, cher honorable. Vous avez validé une augmentation d'environ 648 millions de nos francs, 648 millions plutôt, qui ont été rajoutés sur les 1554 milliards. Donc, comparativement à l'exercice 2018. Donc, nous avons environ 648 millions de francs guinéens additionnels et qui nous amène aujourd'hui à 1554 milliards. Je ne m'attarde pas trop sur les 51 400 000. Et cette présentation de la loi de finances initiale 2019 des membres du gouvernement qui s'est achevée aux environs 15 heures pour laisser place aux questions-réponses des députés. Le président du bloc libéral et plusieurs autres de ses militants ont entamé ce mercredi une grève de faim de 4 jours. Cette démarche du BL vise à dénoncer la militarisation de certains quartiers de la capitale et exiger le retour des enfants dans les écoles. Le point avec Bamamadou Alpha et Ibrahima Paï Kamara. Très tôt ce mercredi, le président du bloc libéral et son équipe ont pris d'assaut l'esplanade du stade du 28 septembre. C'était d'ailleurs le lieu choisi pour cet homme politique pour observer sa grève de faim. Mais juste après l'installation de sa tente, des agents du commissariat du stade ont intimé aux occupants de libérer les lieux. Puisque c'est aujourd'hui que nous avons prévu de commencer notre grève de la faim, vous allez humblement, parce qu'il n'y aura pas de problème. C'est des gens qui ont refusé de s'alimenter. S'il vous plaît, vous allez enlever la tente. Donc on va être sous le chaud soleil? Non. Donc on va nous dire aussi de quitter ça parce prend que... pas du temps. Après quelques minutes d'échange, les agents démontent la tente déjà installée et la colère des grévistes monte d'un cran. Ensemble, nos enfants à l'école. Ensemble, démilitariser nos quartiers. Avant les dictateurs. Démilitariser nos quartiers. Et le leader de ce mouvement demande à ses membres de changer les lieux en attendant qu'il rencontre le maire de la commune de Dixine. En attendant, j'ai demandé à tous les grévistes et à tous ceux qui encadrent la grève de la faim de se mettre devant l'université sur le trottoir là-bas et tendre notre tente. Si on vient nous déguerpir, notre plan B est de le faire au siège de notre parti. Pour rappel, le Dr Faya Milimono avait aussi observé une grève de faim en 2014 à l'esplanade du Palais du Peuple et il réclamait la démilitarisation des Ogota, localité située dans la région forestière. Je vous le disais dans les titres, la 3e session ordinaire de l'Institution nationale indépendante des droits humains s'est ouverte ce mercredi 5 décembre 2018 au Palais du Peuple. Des travaux en séance plénière vont durer environ 3 semaines, une opportunité saisie par le président de l'INIDH pour rappeler le contexte de crise et de violence dans lequel le pays se trouve confronté. Dr Ali Diaby est au micro de nos reporters Oumar Sow et Mbemba Bangoura. L'INIDH envisage d'ailleurs d'organiser le 12 décembre prochain une journée nationale de concertation sur le thème violence et culture de la paix pour donner l'occasion à tous de se parler et de dialoguer pour trouver ensemble les meilleures voies de sortie de crise. Nous demandons aux ministres conseillers ici présents de bien vouloir porter notre message au niveau de l'exécutif pour la participation effective du gouvernement à cette journée. D'ores et déjà, il faut également faire la demande au président de la République d'entamer des pourparlers directs, comme il en a l'habitude, avec le chef de file de l'opposition, car en vérité, le problème est politique.
Le bicéphalisme qui mine l'Union syndicale des travailleurs de Guinée continue d'alimenter les débats. Le secrétaire général élu tout récemment au Palais du Peuple tente de prouver sa légitimité. Suivez Abdoulaye Sow. Ceux qui sont partis à Mamoun, tout le monde sait que ce n'est ni un congrès, ni rien du tout. C'est un groupement qui est allé là-bas pour échanger entre eux et qui se disent aujourd'hui représentants de l'USTG. En quoi ils sont représentants de l'USTG? Ceux qui représentent l'USTG ont leur délégation aujourd'hui à Copenhague. Et nous sommes reconnus par CSI Afrique, CSI International, le BIT, l'USA. La preuve, ils ont envoyé leur délégation, la feuille a été déchirée. Parce qu'ils ne représentent rien du tout, il n'y a aucune fédération là-bas. S'exprimant sur la crise scolaire qui continue de secouer le système éducatif du pays, le secrétaire général de l'USTG dit l'avoir inscrit dans ses priorités. Abdoulaye Sow dit avoir pris langue avec le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. On le suit de nouveau. C'est une priorité des priorités pour le bureau exécutif national de l'USTG. Nous avons écrit au Premier ministre, chef du gouvernement, pour lui demander l'ouverture des négociations, parce que nous sommes mus par une volonté, celle qui consiste à régler tous les problèmes autour de la table. Il nous a répondu qu'il est d'accord, monsieur le Premier ministre est d'accord, pour qu'on se retrouve autour d'une table, discuter pour trouver des solutions idoines qui satisfassent toutes les parties. Les travaux de réhabilitation des voiries urbaines entamés par le ministre des Travaux publics ne sont pas sans conséquences sur la fluidité de la circulation. Notre reporter Aliou Diallo était dans le bulletin de la mi-journée avec Kadiatou Chérif Fofana. Suivez. Les travaux de réhabilitation des voiries urbaines entamés par le ministère des Travaux publics ne sont pas sans conséquences sur la fluidité de la circulation. À l'instant même, nos reporters sont sur le terrain. Bonsoir Aliou, vous êtes à Imbaya, on nous apprend qu'il y a un embouteillage. Dites-nous, qu'est-ce qui prévaut sur les lieux? Oui, effectivement, ce matin, il y a un embouteillage fou ici, il y a un embouteillage qui ne dit pas son nom. C'est dû un peu aux travaux de reprofilage ou aux travaux de réparation de la bretelle droite qui quitte l'aéroport pour Matoto. Et donc, du coup, la circulation est complètement bloquée et certains nous ont confié qu'ils sont dans cette situation depuis 7 h du matin. Est-ce que vous avez interrogé les usagers et quelles sont leurs réactions? Et oui, comme je vous le disais tout à l'heure, on a quand même interrogé certains citoyens. Pour eux, pour faire ces travaux pareils, par exemple, il faut informer à temps. Les gens auraient dû prendre les dispositions nécessaires pour qu'ils puissent venir au boulot très tôt et d'ailleurs sortir 3 h ou 4 h ou 5 h du matin. Depuis plus de 2 heures, c'est surprenant. Il faut avertir. Il faut que les esprits soient préparés à l'embouteillage du matin. J'aurais pu sortir à 6 h du matin. On souffre, mais qu'est-ce qu'on peut? Parce que c'est un travail qui est en train de faire pour nous. Alors vraiment, on va se contacter à ça. Le travail par là, c'est la nuit, sinon vraiment nous sommes paniqués. Ça me fait 3 heures comme ça, je suis dans l'embouteillage. D'un autre côté, dites-nous combien de temps ces travaux prendront? Oui, pour le moment, selon certaines sources proches de ces travailleurs qui sont là, nous ont dit que les travaux vont bientôt prendre fin, mais ce n'est pas pour le moment, parce que tout simplement, ils vont travailler dur pour que les travaux puissent finir et que les citoyens puissent quand même trouver une bonne solution à la circulation et d'ailleurs que la circulation puisse reprendre dans les conditions normales. Mais les heures prochaines et les jours prochains, alors les travaux quand même connaîtront leur fin. Merci Aliou Diallo pour toutes ces précisions. L'actualité, c'est aussi la présentation du document synthèse sur la problématique liée aux accidents de la circulation en général et plus particulièrement les motos a eu lieu hier mardi à la Maison commune des journalistes, une initiative de l'Organisation guinéenne de la citoyenneté OGC qui s'inquiète de l'extension du phénomène dans le pays. Suivez-les au micro de Karno Falilou Diallo et Yari Kalva. Du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 6 novembre 2018 est de 18 203 cas, dont 4 062 cas causés par les motos, soit un taux de 22%. Quant aux accidents cumulés auto-moto, le nombre total est de 14 141 cas, soit un taux de 78%. Le total général de décès causés par les accidents de la circulation du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 6 novembre 2018
est de 932 cas, dont 600 cas causés par automoto, soit un taux de 65%, et 325 cas de décès causés par les motos, soit un taux de 35%. Le sens interdit les surcharges. Ça, nous allons beaucoup insister sur là-dessus. Quand vous voyez à l'intérieur du pays, sur une moto, vous pouvez retrouver 4 à 5 personnes. À Conakry, le gros problème, c'est le sens interdit. Ça, il faudra que vous communiquiez sur là-dessus. Le sens interdit et les surcharges. Un fait de société dans ce journal, c'est le focus que la rédaction vous propose. Le divorce, on en parle. Selon l'article 18 de la Constitution guinéenne, le mariage et la famille constituent le fondement naturel de la vie. Ils sont protégés et promus par l'État, mais le divorce met terme à ce droit consacré. Pourtant, ses conséquences qu'engendre ce fait sont aussi énormes que tragiques. Suivez ce reportage de Mariamba. Le divorce est la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes. En Guinée, ce phénomène continue à prendre de l'ampleur. Le manque de communication et la reconnaissance entre les couples seraient entre autres les facteurs de ce désagrément social. Il y a l'adultère qui peut amener le divorce, l'article 341 qui le prévoit pour l'homme s'il entreprend sa femme avec un autre homme. Il peut demander le divorce. Aussi, c'est l'article 342 aussi qui le prévoit pour la femme. Si la femme aussi entreprend son mari avec une autre dame, la femme aussi peut demander le divorce, surtout l'incompatibilité d'humeur. Perçu comme élément perturbateur, le divorce constitue un rideau de fer entre le couple. Rencontré, ce sociologue donne sa conception sur ce fait. Du point de vue sociologique, c'est prouvé que plus il y a assez d'acteurs qui interviennent dans le mariage, plus le divorce devient difficile à prononcer. Parce que tout simplement, lorsqu'il y a un problème entre le couple, il y a toujours un acteur qui peut intervenir pour dire non, attendons. Et ce mariage, ce n'est pas un problème entre vous deux, c'est un problème entre la famille, c'est un problème entre la communauté. Et le temps pour le couple de revenir au même sentiment et reprendre. Quand on se marie par amour, on est à même d'accepter beaucoup de choses. Ensuite, faire en sorte que les parents soient impliqués dans le processus de mariage. Multiples sont les conséquences de ce acte. D'un côté sur les enfants et de l'autre, il ternit l'unité conjugale. Ça peut aussi vraiment jouer psychologiquement sur les deux partenaires, vu que la personne qui a eu le choc, il peut vraiment avoir des conséquences psychologiques qui peuvent vraiment jouer sur lui, d'autres même pour la vie. Toutefois, l'abus de droits fondamentaux, le manque de confiance ou l'harcèlement à la vie privée d'autrui serait aussi l'une des causes du divorce. Sur cette base, plusieurs mariages se brisent pour des raisons préconçues et malveillantes, en l'occurrence le soupçon sur l'infidélité d'un des conjoints ou de l'adultère. Un sport à présent dans cette édition, 3-1, c'est le score final entre le Wakria AC de Boké et le Salitas FC du Burkina. Un score large mais insuffisant pour le représentant guinéen de franchir le premier tour préliminaire de la Coupe CAF. Abdoulaye Momo Fofana, explication. Après s'être inclinés lors du match aller sur le score de 2-0, les hommes de Guillaume Souma qui faisaient leur baptême de feu pour la première fois de leur histoire avaient à cœur de réussir leur remontada et franchir ce premier cap. Dès le début de la première période, on a senti l'envie des deux côtés. Mais après les 10 premières minutes, le Wakria va prendre le jeu à son compte et se créer des occasions, mais sans être réaliste. Salitas contre le cours de jeu va refroidir les ardeurs du WAC. Sur un contrôle de balle manqué par Alassane Dour, Lassawadogo contrôle et enchaîne 38 minutes de jeu, Salitas 1, Wakria 0. Les choses se compliquent pour les gladiateurs de Guillaume Souma. Mais 2 minutes plus tard, Ousmane Silla sème la révolte. Sur cette frappe, le gardien de Salitas impuissant ne peut que constater les dégâts. Un but partout, c'est le score à la pause. À la reprise de la seconde explication, le discours dans les vestiaires remotive les joueurs du WAC. L'international guinéen Lucien Kalissa marque le second but. L'espoir renaît. À la 80e minute de jeu, Abdoulaye Yontasila inscrit le troisième but. Le stade du 28 septembre est en ébullition. Il ne reste que 10 minutes, plus le temps additionnel. À la 88e minute, Yaouvi Désiré a l'occasion d'inscrire le quatrième but qui signifie qualification, mais but sur le gardien.
C'est sur le score de 3-1 que l'arbitre va mettre un terme à cette rencontre. Ouakria s'impose, mais sans pouvoir se qualifier. Moi, à mon niveau, je vous disais la dernière fois que nous allons jouer notre chance carrément ici à Conakry. Connaissant déjà l'adversaire, je savais qu'ils allaient pousser et c'était normal qu'ils jouent de cette manière. Ça ne m'a pas surpris. Bon, nous, l'essentiel, c'est de pouvoir chercher à marquer un but. Et Dieu merci, on a pu avoir ce but et par rapport à ça, on a essayé de gérer. Nous avons manqué un peu de concentration, sérénité, des fois au niveau de la défense. Surtout, on ne devait pas prendre ce but-là. Mais notre gardien n'était pas du tout concentré, il n'a pas accompagné le ballon, c'est ce que je lui avais dit lors de la mi-temps. Mais bon, moi je me dis que ce n'est pas ici qu'on a perdu, c'est au Burkina qu'on a perdu. Vouloir prendre deux buts en 10 minutes, si mon frère ou mon doyen entraîneur me dit qu'il n'a pas compris l'arbitrage, moi je me dis que grâce à l'arbitrage Salitas plutôt a marqué les 2 buts. Mesdames et messieurs, c'était ainsi plein fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.